Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans la suite de ce guide du débutant pour Unreal Engine 5. On va parler dans cette vidéo des assets, plus précisément des static mesh. Mais un static mesh, c'est justement un asset. Alors qu'est-ce qu'un asset? Comment est-ce qu'on peut définir un asset? Parce que c'est un terme que vous allez retrouver très souvent, que ce soit sur les forums d'Unreal, sur les vidéos, sur les tutos, et même pourquoi pas sur mon serveur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre à discord.gg/Mathieu. Eh bien un asset, ça va être tout simplement un fichier numérique qui va vous permettre d'alimenter votre jeu, que ce soit de façon visuelle, de façon audio, bref, de plein de façons. Voyons ça tout de suite. Je vais faire CTRL espace pour entrer dans le Content Drawer. Et je vais venir ici dans le dossier Starter Content. Ça va vraiment me servir d'illustration justement pour vous montrer un petit peu les différents types d'assets. Par exemple, quand je vais dans le dossier audio, je vais retrouver ici plein de fichiers audio, donc des fichiers Wave qui vont être des sons que je vais pouvoir jouer en jeu. Eh bien, ce sont des assets. Si je vais dans le dossier maintenant texture, par exemple, eh bien, ces textures vont me permettre de créer des matériaux que je vais pouvoir appliquer sur les différents objets qui seront en jeu, sur les différents acteurs. Eh bien, ces textures que vous voyez là sont des assets également. Si je vais dans le dossier props aussi, je vais retrouver plein d'objets 3D qui me sont proposés par Epic. Eh bien, par exemple, cette chaise, si je la prends et que je la dépose ici, eh bien, cette chaise, c'est en l'occurrence un static mesh. On peut le voir avec la couleur bleu ciel, représentative de ce type de fichier. C'est marqué également en dessous static mesh. Dans le pop-up qui apparaît quand je survole ceci, on a également les informations qui nous indiquent ceci. Eh bien, ce static mesh est également un asset qui va me permettre de créer mon jeu. Donc voilà, pour faire simple, un asset est un fichier numérique qui va nous permettre d'alimenter, de pouvoir créer notre jeu vidéo. Venons-en maintenant donc à notre static mesh. C'est quoi plus précisément un static mesh? Un static mesh, ça va être un objet qui va être constitué d'un ensemble de polygones, donc un maillage 3D, pour justement avoir un rendu final comme ça d'un objet 3D autour duquel on va pouvoir tourner. Alors un objet 3D plus précisément, ça ressemble à quoi en cours de création? Je vous invite à venir avec moi dans Blender, qui est un logiciel de modé 3D gratuit. Et justement, ce logiciel, vous voyez que par défaut, ça me propose ici un cube, mais je peux rentrer en mode édition. Et dans ce mode édition, je vais pouvoir m'amuser un petit peu à modifier les formes et à créer comme ça un objet. Je n'irai pas plus loin que ça, mais l'objectif, c'est de vous montrer quoi? De vous montrer qu'un objet 3D, il est constitué de vertices, qu'on appelle des vertex en anglais, qui sont donc les angles ici. On va avoir des edges qui vont être donc du coup les côtés. Et on va enfin avoir les faces qui vont être ces polygones justement qui vont constituer notre objet. Alors bien souvent en modélisation on va avoir plutôt des quads, mais on peut avoir également des triangles, donc 3 ou 4 côtés. Mais dans tous les cas, l'objet une fois importé dans Unreal Engine, il va de toute façon être ce qu'on appelle triangulé. Autrement dit, il va être constitué uniquement de triangles pour une simplicité après de gestion des matériaux, de la lumière et de plein de choses au sein du moteur. Alors maintenant que vous savez justement de quoi est constitué un static mesh, donc un ensemble de polygones qui vont former comme ça un objet 3D, après on a l'aspect statique dans le nom, static mesh. Alors statique, ça veut pas du tout dire qu'en jeu l'objet ne peut pas bouger. Si on active la physique de la chaise, elle pourra très bien en jeu se mettre à voler, il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas le fait de rester immobile en jeu, mais c'est le fait qu'elle ne peut pas être articulée cette chaise. Il n'y a pas dans ce static mesh là que nous avons sous les yeux. Comme c'est un static mesh, il n'y a pas d'articulation. Donc on ne peut pas, par exemple, rabaisser le dossier, on ne peut pas rehausser, par exemple, les accoudoirs. Il n'y a pas d'articulation. Donc il n'y a pas de mouvement possible, mis à part, comme je vous dis, des mouvements de location qu'on peut faire ou de rotation. Mais dans tous les cas, l'objet va être comme ça, figé. C'est ce qu'on appelle donc un static mesh. On verra dans le cadre d'autres vidéos justement les objets qui ensuite peuvent être articulés et qui s'appellent des skeleton mesh. Il y a une petite exception aussi, il y a des petites exceptions, c'est pas parce qu'un static mesh est statique qu'on peut pas un petit peu quand même simuler des mouvements. J'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps pour créer un trampoline à partir d'un static mesh, je vous mets le lien pour que vous puissiez regarder ça. Mais voilà, de base un static mesh, c'est ce que je viens de vous dire. Unreal est très bien fait, il est constitué de plusieurs éditeurs, c'est-à-dire que quand je veux travailler sur un static mesh, j'ai un éditeur de static mesh. Quand je vais vouloir travailler sur ce qu'on verra plus tard, ce qui s'appelle un skeletal mesh, j'aurai un éditeur de skeletal mesh. Si je veux travailler sur du son, j'ai un éditeur de son. Donc on retrouve comme ça un ensemble d'éditeurs au sein du moteur. Justement, comment accéder à l'éditeur de static mesh pour avoir encore plus d'informations sur l'objet en question? Plusieurs façons, CTRL espace pour ouvrir le Content Drawer, et je peux double-cliquer ici sur le static mesh, je le fais. Ça va donc m'ouvrir l'éditeur de static mesh. Si ça ne vous l'ouvre pas en plein écran, pas de souci, vous le prenez, vous le mettez là-haut et ça fonctionne très bien. Vous avez d'autres possibilités, donc du coup je vais fermer ça. Si je sélectionne mon acteur qui est présent sur mon niveau, dans le panneau Details ici, vous voyez qu'on a une propriété static mesh avec justement le static mesh en question. Si je double-clique sur le picto ici, ça va m'ouvrir également l'éditeur de static mesh. Donc voilà, vous avez ça et plusieurs autres façons de pouvoir l'ouvrir. Donc je vous ai montré celles-ci qui sont les plus simples. L'éditeur de static mesh, il est constitué comme ceci. J'ai donc mon viewport. On voit l'objet qui est représenté dans un univers ici avec ce qu'on appelle un HDRI, c'est-à-dire une image, mais qui a des propriétés qui nous permettent de
simuler en fait la réflexion de ces bâtiments justement sur la chaise. Donc on a vraiment une mise en situation comme ça de notre objet qui nous permet de voir comment ça va répondre à la lumière, à l'environnement. On a pas mal d'informations ici sur le nombre notamment de triangles que l'on va avoir, donc la fameuse topologie, le fameux maillage qu'on va avoir au niveau de l'objet. Grosso modo, moins on a de triangles, plus l'objet va s'afficher rapidement en jeu, plus on a de triangles, plus il sera lourd à afficher. Mais heureusement pour ça, avec Unreal Engine 5, nous avons maintenant une technologie qui s'appelle Nanite. Je vais vous en parler dans un instant, mais grossièrement, enfin globalement plutôt, il faut toujours garder cette notion d'éviter d'avoir des milliards de polygones pour rien quand vous allez travailler justement sur des objets. Nous avons le maillage. Pour le voir justement, vous venez sur Lit ici, qui nous permet d'avoir cet affichage vraiment comme on pourra avoir en jeu avec l'éclairage, les ombres, et vous venez sélectionner le wireframe. Le wireframe, ça va être justement le maillage, donc le nombre de polygones, comme ça, tous les polygones collés les uns aux autres qui constituent la chaise. Donc on peut bien le voir ici. Ça part de là, et le résultat final, il est bien en lit, comme ceci. Justement, qu'est-ce qui nous permet d'avoir cet affichage comme ça? Qu'est-ce qui nous permet de voir cet aspect où on a l'impression d'avoir du cuir ici, d'avoir du simili-cuir, on va dire, d'avoir de l'aluminium ou du métal ici? Eh bien, tout simplement avec la colonne de droite, ici, ce que vous voyez, le matériau. Le matériau, comme son nom l'indique, c'est ce qui va nous permettre de donner une impression de matériau à chacun des objets. On a du plastique, on a du fer, on a du métal, on a du bois, on a plein de choses comme ça qui vont alimenter les jeux vidéo. C'est le matériau qui va faire ça. Le matériau est constitué à la base de textures. Généralement, on peut partir de couleurs unies également. Hein. Mais en général, pour avoir des choses un petit peu plus évoluées, on va avoir dans des textures, mais que l'on va retravailler un petit peu comme on travaillerait une image dans Photoshop pour ajouter des effets. Je simplifie vraiment, mais dans l'idée, c'est ça. Pour donner justement un aspect soit métallique, soit plastique, soit cuir, etc. sur les objets. Là, on voit qu'on a uniquement un slot de matériaux, on n'a qu'un emplacement, donc c'est très bien, c'est optimisé. On aurait pu avoir 2-3 matériaux différents, un pour la partie cuir, un pour la partie métallique, etc. Mais plus on va avoir de matériaux, plus ça va être lourd en fait au niveau du jeu. Donc il vaut mieux optimiser en diminuant le nombre de matériaux et en faisant un maximum de choses au sein donc d'un même matériau, ce qui est le cas ici. On aura l'occasion d'en reparler, mais juste pour vous montrer un exemple, hein, je clique sur la liste déroulante. Unreal me propose donc plein de matériaux qui sont disponibles déjà dans le projet. Je vais cliquer sur le suivant par exemple, et vous voyez, ça change tout de suite l'aspect. Donc on a bien la forme 3D de l'objet qui est respectée, ça c'est pas un souci, mais on vient lui appliquer un autre matériau qui est celui de pierre, on a tout de suite beaucoup moins envie de s'y asseoir. Je reviens sur le matériau de chaise que j'avais au départ. Après, on a ici Nanite, donc c'est la fameuse technologie qui est arrivée avec UE5 et qui nous permet un petit peu de nous affranchir justement de tout ce qui est en dessous, qui concerne le LOD, autrement dit le niveau de détail, le Level of Details. Ce LOD, ça nous permettait de faire quoi? Ça nous permettait de pouvoir, et pour ça, je ne vais pas le faire sur cet objet parce que justement, il ne dispose plus de plusieurs niveaux de détail. Mais je vais venir ici, je vais venir rapidement dans Quixel Bridge et je vais importer dans mon projet un élément de Quixel Bridge. Alors, si jamais vous voulez faire comme moi, quand vous utilisez Quixel Bridge, la première fois, il faudra vous identifier ici pour pouvoir justement utiliser Quixel, sinon vous ne pourrez pas glisser les objets. Je vais ensuite venir récupérer un objet, n'importe lequel. Je vais prendre par exemple, je sais pas, ces rochers. Je prends, ouais c'est bon, je regardais les caractéristiques qu'il y avait. Donc je prends l'objet, je le fais glisser sur mon niveau et automatiquement je vais avoir l'importation qui va se faire grâce justement à l'inclusion de Quixel Megascan d'Unreal. Il y aura une vidéo dédiée à ça, hein. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin. Là l'objet c'est de vous montrer justement le niveau de détail. En double-cliquant ici sur le picto, je rentre donc dans l'éditeur de Static Mesh, sur ce Static Mesh en question. Et là, quand je viens sur le LOD, vous voyez, vous avez plusieurs niveaux de détail. Et ça, c'est la façon dont on travaillait jusqu'à maintenant. Donc, on va encore très probablement travailler encore un petit peu comme ça. Le niveau 0 de Details, c'est le niveau le plus évolué, on va dire le plus précis. C'est là où on a le plus vraiment, en termes de 3D, d'informations à l'écran, le plus de structure au niveau de notre objet. Ici, on le voit, on a 2243 triangles qui forment l'ensemble de cet objet. Et l'idée dans les jeux vidéo, tout comme dans toutes les applications qui nécessitent d'être optimisées, c'est de se dire, ok, plus on va s'éloigner de l'objet, moins on a besoin de voir de détails, étant donné qu'on est loin. Donc on va optimiser en fait notre objet pour dire, ok, comme je suis loin, j'ai pas besoin d'autant de détails. Donc pour donner un petit peu plus d'éclat à notre carte graphique, je ne sais pas comment dire, pour alléger le travail de notre carte graphique, du coup on va afficher moins de détails. Et pour ça, on crée plusieurs versions. Je vais afficher la LOD 3, qui est la moins optimisée entre guillemets. On est passé à 281 triangles contre 2243 triangles en termes de modélisation 3D du coup entre cette version et cette version. Alors l'idée c'est de se dire ok on a moins de détails mais comme on va être très loin on va même pas s'en rendre compte. Donc ça avant ça veut dire que manuellement l'artiste 3D devait travailler plusieurs niveaux de détail.
On avait la possibilité aussi, depuis un niveau de détail élevé, de le faire manuellement dans Unreal, c'est-à-dire de dire ok, Unreal, crée-moi plusieurs niveaux de détail, vérifier si ça collait assez bien, etc. Mais c'était pas mal de temps de perdu. Et surtout, on avait, là je vais me remettre en automatique, on avait un petit peu le phénomène de popping, c'est-à-dire que plus on s'éloigne et plus à certains moments on va avoir un petit saut d'image entre guillemets qui va être créé. Et même si là on le voit pas trop en l'occurrence cet objet, je reviens pour voir si on le voit ou pas. Donc là en l'occurrence on l'a pas vu, mais on avait comme ça une espèce de popping avec des objets soit qui apparaissaient, ça c'est plutôt le culling, mais d'objets qui changent d'un seul coup de forme parce qu'en fait on a tellement de détails que ça changeait presque la forme. Ça justement avec Nanite, c'est finalement terminé. Dans le sens où, quand on va appliquer la technologie Nanite, on va pouvoir, donc je ne vais pas le faire sur celui-ci, je vais le refaire sur la chaise qui est là. Je vais activer Nanite et appliquer les changements. On voit que le matériau disparaît pendant un petit moment, ça recalcule le tout. Voilà. Maintenant, je vais avoir justement cette fameuse optimisation de niveau de détail, mais qui se fait automatiquement avec la technologie Nanite et qui fera qu'on n'aura plus de popping. C'est-à-dire que vraiment petit à petit, quand on va s'éloigner, et pour faire ça, je vais revenir en jeu, je vais venir ici sur Lit, puis sur Nanite Visualization, et je vais afficher les triangles. Et vous allez voir que proche, on va avoir un maximum de triangles, et plus on va s'éloigner, et plus on va avoir une modification justement du nombre de triangles, mais ça c'est fait automatiquement. J'accélère un petit peu, voilà, on a vu le premier. Ça se fait automatiquement par la technologie Nanite. Et c'est ce qui va nous permettre justement de ne plus nous occuper de ces différents niveaux de détail, sans avoir en plus de popping qui va apparaître à l'écran. Autre chose par rapport à cette gestion Nanite, c'est Epic Games qui le dit, hein, en personne, entre guillemets, en tant que société, d'utiliser le plus souvent possible Nanite dès qu'on le peut, étant donné que c'est vraiment une version qui est beaucoup plus optimisée que ce qu'on avait avec le LOD. Donc voilà, s'ils sont les premiers à nous dire, utilisez Nanite, vous aurez un résultat qui sera plus optimisé que d'utiliser le LOD classique. Je n'ai fait que transmettre du coup le message. Après toute cette partie de LOD que nous avons ici des informations de collision aussi. Alors les collisions, c'est super important, je vais supprimer cet objet, parce que quand je vais lancer mon jeu et que je vais vouloir passer sur un objet, forcément la collision fait que je ne peux pas passer dessus. Je vais pouvoir marcher dessus peut-être, je vais pouvoir parfois dire tiens, il y a une collision qui est assez bizarre en fait, dans le sens où elle n'épouse pas totalement la forme, mais voilà, on peut passer au travers. Inversement, si je prends, et s'ils ne l'ont toujours pas changé, je prends le rocher qu'ils ont dans ce pack-là, je prends le rocher que je vais mettre ici, et si je relance ma simulation, du coup, je peux traverser le rocher. Tout simplement parce que il n'y a pas de collision de base qui a été gérée dans ce static mesh. Et ça, bien entendu, on peut le gérer dans un logiciel externe 3D, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec Blender, mais on peut aussi créer des collisions, du coup, directement dans Unreal. Alors, comment ça se passe? On a vu que la chaise, elle avait une collision par défaut. Pour visualiser la collision, on peut venir ici sur Show, et ici, on a le Simple Collision. En général, c'est ceci qui est utilisé, c'est ce mode qui est utilisé. Et là, vous voyez comme ça, avec cette forme géométrique un petit peu bizarre, vous voyez la collision telle qu'elle a été prévue de base quand ce mesh a été importé. Et comme vous le voyez, on a cette forme ici qui fait qu'on comprend pourquoi notre personnage n'avait pas les pieds vraiment posés sur le fauteuil. C'est tout simplement parce que la forme de collision de la chaise a été faite de telle sorte. Donc on voit que c'est pas forcément super optimisé, mais sur certains objets, ça peut très bien le faire. D'autant plus que plus on va avoir une collision précise sur tous les objets du niveau, et plus ça va être lourd tout simplement pour le moteur à gérer. Donc il faut vraiment penser à optimiser ces collisions, et donc en fonction du type d'objet sur lequel vous bossez, vous n'avez pas besoin d'avoir une collision précise. À titre indicatif, je peux très bien supprimer la collision ici, en venant sur collision, je peux la remove, donc là j'enlève la collision, on voit qu'il n'y a plus rien. Si je sauvegarde et que je vais en jeu, je peux maintenant passer au travers de la chaise, vous voyez. Et si je veux recréer une collision, il y a plusieurs façons. Je vous montre la façon la plus simple. Vous venez ici, vous avez soit la sphère, soit la capsule, soit la box collision. Donc la box est un cube. Je vais prendre un cube et vous voyez qu'automatiquement, ça va venir épouser la forme globale de notre chaise. Et maintenant que j'ai fait ça, si je reviens, je vais avoir une collision vraiment très simple, sous forme de cube, qui m'empêche de passer. Et si je veux monter sur la chaise par contre, on va bien comprendre qu'on a un cube ici, qui est présent, qui me permet de pouvoir du coup passer par-dessus la chaise. Il y a d'autres modes de collision, on y reviendra plus tard, qui sont plus coûteuses et qui nous permettent vraiment de le faire de façon automatique. Je vous montre pour les curieux, j'enlève celle-ci par défaut. Je vais venir ici dans l'onglet Details, je vais descendre jusqu'à Collision Complexity et je vais choisir Use Complex Collision as Simple, le dernier. Si je veux visualiser ceci, je viens sur Show et je montre ici le Complex Collision. Et là, on le voit même pas en fait sur le niveau, on va le voir en jeu, c'est pas grave. Quand je vais appuyer sur Play, que je vais venir ici, vous voyez que je ne peux plus passer sur la chaise. Et si j'essaie de sauter sur la chaise, vous voyez qu'on a vraiment la collision qui est parfaite en plus. Pour voir ça, je fais F8 pour passer en simulation et Alt-C pour afficher les collisions. Et si je viens très proche de la chaise,
Je le vois même pas en fait. C'est dommage que ça n'apparaisse pas ici. Je ne sais pas pourquoi. Spécificité du E5 peut-être. Mais en fait, on a une collision qui est vraiment ultra précise sur la chaise et qui du coup me permet d'avoir la collision que nous avons là qui est ultra précise. Attention, si vous faites ça sur tous vos meshs, comme je vous le disais, c'est tellement précis, il y a tellement d'informations que ça peut fortement alourdir du coup la taille de votre projet. On va continuer sur les collisions ici avec le rocher, ça va être très vite fait. Je rentre dans l'éditeur de Static Mesh, je viens sur collision, je vais rajouter par exemple une capsule qui je pense va être le plus proche à peu près de la forme du rocher. Je sauvegarde et maintenant quand je vais revenir en jeu, je vais bien ne plus pouvoir passer contre le rocher. Et sans avoir le niveau de détail, vous voyez, qu'on peut avoir sur le rocher en termes de collision, bah, je ne peux pas passer, je ne peux pas sauter dessus, et donc cette collision me suffit largement avec donc la capsule. Je fais échappe, je reviens dans mon éditeur de Static Mesh, on a vu les collisions, ici après j'ai d'autres types d'informations qui pour l'instant ne sont pas forcément importantes pour vous, dans le sens où vous commencez Unreal, et ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je donne une petite info, mettez-le dans un coin de votre tête. Ici vous avez le Socket Manager. C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir à un endroit de votre objet ici, si je viens sur le petit plus, donc on peut l'appeler comme on veut, là on est sur une chaise, mais ça pourrait être n'importe quel autre type d'élément, ça pourrait être une arme, pourquoi pas aussi, bref, n'importe quoi. On va prendre ce socket, on va pouvoir venir le positionner où on souhaite en fait sur notre chaise, et ça va nous servir de point d'ancrage. Alors là, une fois de plus, je suis sur une chaise, mais ça pourrait être n'importe quel autre type d'objet. Et l'avantage de ça, c'est que plus tard dans le jeu, quand on va vouloir à un moment, pourquoi pas attacher un objet à un endroit précis, là en l'occurrence, pourquoi pas sur l'accoudoir, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir faire référence à ce socket justement que j'aurais nommé ici. Je vais pouvoir dire, je prends ce static mesh, et je viens accrocher tel objet à tel socket. Et donc, vous allez pouvoir positionner votre forme. Voilà, gardez-le dans un coin de la tête, c'est pas super important, mais si vous avez déjà commencé Unreal, vous avez un petit peu de notion, ça peut être une info qui peut être intéressante pour vous de pouvoir utiliser donc ce système de socket. C'est, je crois, à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le static mesh. Je vous ai déjà donné pas mal d'infos, mais en résumé, un static mesh, c'est un objet 3D que l'on va pouvoir disposer sur notre niveau, qui par défaut donc n'a pas d'articulation possible, d'où le fait qu'il soit statique. Malgré tout, on va pouvoir le déplacer à tout moment, lui faire des rotations à tout moment, et on va pouvoir donc en double-cliquant sur l'objet, accéder à l'éditeur de Static Mesh, et du coup accéder ici à ces différentes propriétés, notamment les matériaux, notamment les collisions. On se retrouve dans la vidéo suivante, je vous parlerai des Skeletal Mesh cette fois-ci.